Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 30 octobre. Et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Dans votre Z-Podcast aujourd'hui, nous parlerons de l'annonce de la fermeture d'Audi Brussels. C'est officiel, la date de fermeture est fixée au 28 février prochain. Qu'en est-il du futur des employés et existe-t-il un potentiel repreneur ? Vous entendrez Peter Dor, porte-parole d'Audi Brussels. Ce qu'on va faire par après, ça c'est pour moi pas déjà 100% clair. Ce n'est pas clair, et notre second sujet l'est encore moins, car nous aborderons les jeux d'argent et plus particulièrement les paris sportifs. Avec la Coupe d'Europe, les sites de paris sportifs ont vu leurs bénéfices grimper à 88 millions d'euros. Cela représente énormément de pertes pour les Belges. Magali Clavy, présidente de la commission des jeux de hasard. Les joueurs s'emballent et dès qu'ils gagnent quelque chose, au lieu de prendre cet argent, ils le rejouent. Et pour finir, Peter de Keyser nous expliquera en détail les prévisions du FMI et ce que cela implique pour la Belgique. Z sur 7 à la une. C'est officiel, Audi Brussels va fermer ses portes le 28 février prochain. Frankie de Schrijver, délégué de la FGTB. Avec le budget prévu pour l'année prochaine, même si on tourne au maximum de capacité actuelle, on doit arriver jusqu'au minimum fin du mois d'avril. Et aussi, on parle quand même 2 mois plus tôt que ça va arrêter. Alors, voilà, on était un peu choqués quand même. Le porte-parole d'Audi Brussels, Peter Dor, le confirme, aucun licenciement n'aura lieu avant cette date. Après les vacances de Noël, tous les départements reprendront le travail en 2 shifts. Peter Dor, porte-parole d'Audi Brussels, nous explique. Je sais confirmer que ce jour-là, on a l'intention d'arrêter la production de la Q8 e-tron, ça c'est clair. Ce qu'on va faire par après, ça c'est pour moi pas déjà 100% clair. Frankie de Schrijver, délégué de la FGTB, réagit à ce propos. Une fois que la production ça s'arrête, ça veut dire que ça va être fini pour tous les travailleurs de production. Alors peut-être quelques techniciens, peut-être quelques employés pour faire l'administration, mais sinon ça va vers un licenciement collectif à partir du début du mois de mars. On parle facilement de 1700-1800 personnes. Fermer l'usine définitivement comporte de lourdes obligations pour Audi et entraînera d'importantes dépenses. Il est trop tôt pour en parler, mais selon Audi, la piste d'un repreneur reste privilégiée. La direction dit avoir des contacts avec un investisseur potentiel spécialisé dans les poids lourds, mais refuse d'en donner les détails. Z sur 7 à la une. En juin dernier, les Diables Rouges partaient pour la Coupe d'Europe en Allemagne. Les sites de paris sportifs ont vu leurs bénéfices grimper à 88 millions d'euros, soit autant de pertes pour les parieurs belges. Comparé à la Coupe du Monde 2022, il y a eu moins de paris, mais les mises étaient plus élevées. Magali Clavy, présidente de la commission des jeux de hasard. On peut expliquer ça par le fait que les Diables Rouges, sur lesquels beaucoup d'argent a été misé, n'ont peut-être pas livré les prestations attendues, mais on peut aussi expliquer ça par le fait que les joueurs s'emballent et dès qu'ils gagnent quelque chose, au lieu de prendre cet argent, ils le rejouent. Côté chiffres, les pertes en agence sont stables, mais les paris perdus en ligne explosent. 33 millions d'euros cet été contre 25 millions en 2022. La commission alerte sur les risques du jeu en ligne et réclame des règles plus strictes pour mieux protéger les joueurs, malgré des effectifs en baisse. Magali Clavy toujours. Nous, à la commission des jeux, on est évidemment demandeurs d'un renforcement de la législation du jeu en ligne parce que le jeu actuellement, c'est en ligne qu'il se passe. Et donc, il faut absolument, si on veut protéger les joueurs, qu'on prévoit des règles qui sont réellement de nature à pouvoir les protéger. Malheureusement, ces dernières années, le personnel de la commission des jeux de hasard a diminué, passant de 41 personnes à 35 personnes. Un effectif réduit qui peut difficilement remplir ses missions. Z sur 7 à la une.
Les soins de santé coûtent cher, et même de plus en plus cher. On est loin de la situation américaine, mais les coûts non remboursables ont tendance à augmenter. Des frais que vous payez si vous choisissez par exemple une chambre individuelle avec une télévision. Vous entendrez tout au long de cette rubrique Françoise de Wolf, Project Manager chez IMA. Pour une circoncision, on va parler de quelques dizaines d'euros si c'est en chambre commune. Si on est pour une prothèse de genou, on va monter à plusieurs centaines d'euros. Ça peut être tourné autour de 800 euros en chambre commune parce qu'il y a le coût de la prothèse qui est assez élevé. Mais une fois qu'on passe en chambre particulière, on va se retrouver avec une moyenne en Belgique de plus de 4 000 euros pour une prothèse de genou. Et ça peut monter dans certains hôpitaux en moyenne à 7 000 euros. La facture patient peut monter pour certaines interventions dans certains hôpitaux jusqu'à plus de 30 000 euros pour un séjour hospitalier. D'après l'agence intermutualiste, en 2023, ces suppléments d'honoraires s'élevaient à 700 millions d'euros. C'est 13% de plus qu'en 2022. Des coûts élevés qui ne sont généralement pas annoncés aux patients. L'assurance maladie obligatoire telle qu'elle est prévue en Belgique ne couvre pas ces factures et donc le patient est obligé de prendre une assurance complémentaire pour être couvert contre ces surcoûts qui peuvent être extrêmement élevés. Et donc oui, c'est une menace à notre système d'assurance maladie obligatoire. C'était Françoise de Wolf, Project Manager chez IMA, pour nous éclairer sur la problématique actuelle. Les mutualités belges, quant à elles, parlent d'une médecine à deux vitesses et demandent le plafonnement des suppléments d'honoraires et un refinancement pour une meilleure qualité des soins. Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Comme dans chaque Z-Podcast, nous allons analyser l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Les indicateurs PMI n'étaient pas très bons en Europe, tandis que les États-Unis font état d'amélioration. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, nous explique cette différence. Aux États-Unis, c'est vrai que le climat des affaires, il est plutôt bon. Il y a vraiment une tendance à toujours de la croissance aux États-Unis, avec vraiment une consommation qui est importante de la part des ménages, et donc un climat des affaires qui est plutôt positif. Et on le retrouve pas. Alors c'est pas la catastrophe en Europe pour le moment. Il y a un effet de stabilisation de ces indicateurs de climat des affaires, mais il n'y a pas d'amélioration au même titre que les États-Unis. Et il y a deux maillons faibles qui sont d'une part l'Allemagne, qui continue d'être pénalisée, vous en avez parlé dans votre journal, pénalisée par l'industrie. Donc les PMI industriels sont vraiment plutôt en dégradation, toujours problématique. Et puis en France, les services sont là aussi en difficulté avec la situation politique et budgétaire. Cette situation pose effectivement question. Mais peut-on espérer une reprise pour l'Europe ? Guillaume Duchesne toujours. Alors c'est vrai que le mécanisme normalement qu'on attendait pour l'Europe, c'était de dire il y a un recul de l'inflation assez important, on l'a vu, les chiffres sont plutôt favorables en termes d'inflation, et ça permet finalement de donner à nouveau un biais favorable à la consommation. Et les ménages ont plus de pouvoir d'achat, ils ont une capacité à dépenser, parce qu'il y a une épargne de précaution qui a été importante. Donc ça, c'était un élément de soutien de la consommation, enfin de la croissance économique en Europe, auquel s'ajoute la baisse des taux qui également donne un biais favorable à tout ce qui est dépenses d'investissement. Pour l'instant, on n'a pas vu ce genre de choses. Au début d'année, il y avait une contribution qui était essentiellement liée à l'exportation. Et bon, l'exportation, on est dans un contexte qui est clairement protectionnisme. Vous en avez parlé également des élections américaines où on sent que de toute façon, il y a un protectionnisme qui est généralisé. Et ça, c'est assez pénalisant pour des économies comme l'Allemagne, qui finalement, l'Allemagne, elle a connu toute une période, une décennie assez favorable, profitant d'un environnement de mondialisation un peu heureuse. Et bien aujourd'hui, on constate que c'est plus du tout le cas. Il y a vraiment un gros souci. Et puis en France, ce problème budgétaire également. Dans le sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce affichent une meilleure croissance économique. Ce dynamisme est en partie alimenté par les fonds européens post-Covid et des secteurs comme le tourisme. Ces éléments confirment des perspectives économiques inégales en Europe et les enjeux importants que cela implique pour la politique économique et monétaire à venir. Les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Pour boucler ce Z-Podcast aujourd'hui, penchons-nous sur les prévisions du FMI avec Peter de Keyser. En effet, le FMI publie tous les 6 mois ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale et il est toujours intéressant d'en observer les grandes tendances. Structurellement, les perspectives de croissance restent décevantes à long terme, surtout par rapport à la période précédant la pandémie.
les prévisions de croissance pour l'Europe en particulier sont revues à la baisse, tandis que le FMI estime que la croissance américaine sera nettement supérieure à 2%. Tout d'abord, quels sont les principaux risques selon le FMI ? Il est important d'abord de souligner que le FMI met toujours l'accent sur les risques. Ces dernières années, nous avons rarement vu un rapport qui parlait de risques à la hausse ou de surprises positives. Quand même, il est important de citer les principaux défis. D'abord, l'instabilité géopolitique dans de nombreux endroits. Cette instabilité pourrait entraîner une baisse de la confiance, une réduction des investissements ou une fuite des capitaux. Deuxième, le réchauffement climatique ou les conditions météorologiques extrêmes sont particulièrement difficiles à digérer pour les marchés émergents et les pays les plus pauvres. Dernièrement, le protectionnisme peut entraîner une dégradation additionnelle de la croissance économique. Ensuite, quels sont les défis pour l'Europe ? Alors, pour l'Europe, d'abord, c'est la démographie qui est vraiment préoccupante. La population en âge de travailler continue de diminuer au cours des prochaines décennies. Cela va peser sur notre capacité de croissance. Deuxièmement, le protectionnisme que nous observons partout aujourd'hui peut conduire à une combinaison de croissance plus faible d'une part et d'inflation plus élevée d'autre part. Cela pourrait mettre les banques centrales dans une position difficile. Est-ce qu'il faut resserrer la politique monétaire à cause de l'inflation ou est-ce qu'il faut assouplir la politique à cause de la croissance qui est beaucoup trop faible ? Complication supplémentaire, c'est que la dette souveraine continue d'augmenter, ce qui est de soi naturellement aussi inflationniste. Mais pour le FMI, il y a aussi une opportunité à saisir. Le FMI réitère le message déjà délivré par Mario Draghi, c'est que l'Europe peut devenir beaucoup plus forte en termes de croissance si elle s'engage en faveur d'un marché de services, de biens et de capitaux beaucoup plus solide et plus intégré au sein de l'Union européenne. Cela est plus que jamais nécessaire, en particulier parce que la polarisation d'une part et le protectionnisme d'autre part menacent la croissance économique. Et pour finir, Peter De Keyser, le FMI a-t-il adressé un message particulier pour la Belgique ? Le FMI n'a pas de message très encourageant pour la Belgique sur le plan budgétaire. En 2029, c'est-à-dire à la fin de la période de prévision, la Belgique va afficher un déficit public de 6,7% du PIB. Immédiatement, c'est le déficit le plus important de tous les pays industrialisés. Qui arrive en deuxième position, c'est les États-Unis avec un déficit de 6% du PIB. Ce n'est donc pas si mal. Certainement pas. La croissance économique d'abord est beaucoup plus élevée aux États-Unis qu'en Belgique. D'autres termes, la capacité de remboursement des États-Unis est plus élevée. De plus, les États-Unis impriment leur propre monnaie et le dollar est une véritable monnaie de réserve. Aucune de ces trois conditions ne s'applique à la Belgique. En d'autres termes, le FMI, entre les lignes, pense également que nous devrions former un gouvernement rapidement, entre autres pour s'occuper des défis budgétaires. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec notamment notre rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste de Trends Tendance mène l'enquête et dévoile les coulisses. Je vous laisse avec la rubrique préventive du Centre pour la cybersécurité belge. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. L'authentification multifactorielle ou MFA est une méthode de sécurité qui nécessite plusieurs étapes d'authentification pour accéder à un système. Au lieu d'utiliser uniquement un mot de passe, les MFA combinent au moins deux des facteurs suivants. Quelque chose que vous connaissez comme un mot de passe, quelque chose que vous avez comme un smartphone et quelque chose que vous êtes comme une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Cette approche réduit considérablement les chances d'un accès non autorisé, même si un mot de passe est volé. Le MFA est un des éléments clés du cadre Cyber Fundamentals du Centre pour la cybersécurité Belgique et se retrouve déjà dans le niveau de base de ce cadre. C'est une étape essentielle qui protège les utilisateurs contre le phishing, les logiciels malveillants et d'autres cybermenaces. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.